Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles, précisément à travers l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'implication des populations dans la normalisation ou renormalisation des relations entre les pays des Grands Lacs, avec un accent particulier sur deux pays, le Burundi et le Rwanda. Des experts en relations internationales considèrent que ce sont plutôt des pays frères. Depuis longtemps, en effet, les deux pays n'ont jamais cessé d'entretenir des relations de fraternité malgré quelques divergences. Mais il y a un cas récent avec les événements liés au troisième mandat du président en 2015 au Burundi. Les relations entre les deux pays se sont détériorées. Des accusations mutuelles liées à la perturbation de sécurité sur les frontières, des centaines de milliers de Burundais réfugiés au Rwanda, le commerce transfrontalier affecté, etc. Mais tout de même, il y a eu ces derniers jours des efforts considérables dans le processus de normalisation de ces relations. Nous citerons ici les différentes rencontres des services de sécurité des deux pays, les réunions entre les responsables politiques, la participation du Premier ministre rwandais dans le Burundi, quand le Burundi célébrait son indépendance, les visites protocolaires des ministres des Affaires étrangères au Rwanda et au Burundi, et puis plus de 21 000 Burundais étaient déjà rentrés de l'exil en provenance du Rwanda voisin en mars 2022, etc. Des interrogations restent toujours posées. Pourquoi justement ce processus de rapatriement ne s'accélère pas? Y aurait-il des accords dans la région pour le bien de ce processus de normalisation des relations? Les populations sont-elles impliquées dans ce processus de normalisation ou renormalisation des relations? Y aurait-il la primauté des intérêts des dirigeants? Quelles conséquences sur la vie des populations? Quel impact sur la circulation des personnes et des biens? Comment concilier les intérêts des dirigeants et ceux des peuples? Et bien d'autres questions. Nos invités au studio sont au nombre de 3. Anne Espèce Nishimwe, chargé du plaidoyer à la concertation des collectifs des associations féminines dans la région des Grands Lacs, COCAFEM en sigle, COCAFEM Grands Lacs en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Il y a aussi Proté Nizigimana, chef du bureau d'information commerciale, BIC en sigle, lequel bureau travaille en collaboration avec ACTF, Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et puis, nous sommes avec vous, professeur Pascal Nionezi-Guillet, politologue, enseignant d'université, expert en matière des relations internationales. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Permettez que je m'adresse d'abord à vous, Anne Espèce Nishimwe, de la COCAFEM Grand Lac. Nous parlons de l'implication des populations burundaises et rwandaises dans la normalisation des relations entre les deux pays, le Burundi et le Rwanda. Comment se portent ces relations? Ou encore, état des lieux. Quel est l'état des lieux des relations entre le Burundi et le Rwanda? Merci. Comme vous l'avez souligné bien dans l'introduction, les relations commencent à être mieux, mais vous savez que depuis un certain temps, les relations n'étaient pas là parce qu'il y avait des décisions qui émanent des échelons supérieurs. Alors, cet état des lieux faisait beaucoup souffrir les populations. Moi, je vais beaucoup plus me pencher sur les femmes, les femmes avec lesquelles je travaille beaucoup. Oui. Comme vous l'avez dit... Les femmes burundaises, les femmes des Grands Lacs, les femmes des deux pays, Burundi, Rwanda, etc. Oui, oui. Je travaille pour une organisation régionale qui regroupe les associations féminines dans la région des Grands Lacs. Et je vais me localiser beaucoup sur les femmes du Rwanda et du Burundi. Alors, vous savez que les femmes sont les piliers des familles, je dirais.
ce sont parmi nos organisations, il y a beaucoup de femmes qui font le commerce transfrontalier. Les femmes de Chivitoke, par exemple, qui cultivent les tomates, avaient vraiment un marché à notre pays frère du Rwanda. Mais depuis un certain temps, c'est une grande souffrance. Les femmes ne vont plus. On va dire depuis 2015, je ne sais pas. Oui, peut-être nous allons nous situer par rapport à la décision, mais vous savez que les populations burundaises, surtout les femmes, sont bien éduquées et savent respecter les ordres venant des échelons supérieurs. Alors, depuis un certain temps, elles souffrent. Elles viennent dans les organisations pour dire, aidez-nous vraiment, pour recouvrer les relations d'avant. Vous dites que les femmes souffrent, les femmes des deux pays, rwandaises et femmes burundaises, elles souffrent. C'est-à-dire que si les femmes souffrent, ce sont alors les familles qui souffrent. C'est ça, vous l'avez bien souligné que moi. Quand la femme souffre, quand la femme ne travaille pas pour sa famille, c'est toute la famille qui souffre. Alors nous disons vraiment, si cette ouverture était totale, parce que quand même il y a quelque chose que nous louons, les relations commencent à s'améliorer. Vous avez souligné des visites qui se font. Nous pensons que ça va aller de mieux en mieux. Sinon, votre analyse, c'est dû à quoi? Pourquoi les frontières ne s'ouvrent pas? Est-ce que ces femmes, ces citoyens, nous parlons de l'implication des citoyens, l'implication des populations des deux pays, est-ce qu'elles ont une certaine responsabilité dans ce retard de processus de renormalisation de relations? Comme je l'ai souligné, la population burundaise est très bien éduquée et savent respecter les ordres. Mais je pense que quand une famille souffre, c'est d'abord cette même famille qui doit chercher à sortir de cette souffrance, qui doit faire un pas en avant. Mais ce ne sont pas seulement les populations qui peuvent aller de l'avant et franchir les frontières. Elles ont un pas à franchir, mais elles ne sont pas vraiment à mesure de tout dépasser. Elles doivent collaborer avec les échelons supérieurs, les autorités politiques, parce que les décisions viennent d'en haut, comme on le dit souvent en Kirundi. Alors, la population a une responsabilité quand même. Quand elle travaille sans avoir là où vendre ses produits, elle doit toquer quelque part, et en tout cas, elle aura fait quelque chose. C'est dire en résumé que la population aussi a quelque chose à faire. Proté Nizigimana du BIC, Bureau d'information commerciale, qui collabore avec la CTF Bourg, Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Vous aussi, vous travaillez à travers les frontières entre nos pays de la région des Grands Lacs. Et pour le cas présent, nous parlons de ces relations entre le Burundi et le Rwanda. Votre point de vue par rapport à cette situation? Merci. Mon point de vue par rapport à ce qui se passe pour le moment, c'est la frontière rwando-burundaise. Je dirais comme ma soeur vient de le dire, que pour le moment, les bons signes commencent à se manifester par rapport au temps passé, puisque je me souviens, un jour, je me suis rendu à la frontière de l'Oukwa. On dirait, on pensait même qu'un oiseau ne pouvait pas franchir la frontière. C'était comme si c'était interdit. C'était vraiment une situation bizarre, une frontière qui était vivante et si tu voyais que c'est totalement, quand je dis totalement, c'est... Donc rien ne traversait la frontière. Mais pour le moment, quand même, on commence à laisser les véhicules qui vont jusqu'à Bukavu ou Goma. En passant par peut-être que dans les jours à venir, nous espérons aussi que ceux qui vont à Bugarama, ceux qui vont au Rwanda pourront passer. Puisque la frontière ici, elle est fermée. C'est la vie de la population, c'est la vie même du pays qui est
qui est bloqué. Quelque, Qui est bloqué. quelque part c'est bloqué, quelque part c'est bloqué. Oui. Euh, Alors, moi, comme quelqu'un qui travaille avec surtout les petits commerçants transfrontaliers, mhm. la fermeture des frontières, en principe, c'est une mesure politique. C'est une mesure politique des décideurs qui décident pour les intérêts du pays. Mais sinon, si on aurait dû demander aux populations transfrontalières du côté burundais et du côté rwandais, puisque les retombées de cette fermeture, en grande partie, ça touche les populations transfrontalières. Elles n'auraient pas accepté que cette ça reste frontière fermé. soit fermée. Mhm. Oui. Donc, je pense que dans les jours à venir, avoir les relations que font nos autorités, vous avez souligné les ministres des Relations extérieures qui se voient, les chefs des corps de sécurité qui se rencontrent quelquefois. Moi, j'espère que dans les jours à venir, la frontière pourra s'ouvrir. Mais selon vous, il y a le Rwanda qui a dit que il va laisser ouvrir, donc il va laisser que les frontières soient passables. Donc il ouvre les frontières, mais côté burundais, ça reste encore fermé. C'est pourquoi j'ai dit que la fermeture des frontières, c'est la mesure politique. C'est la mesure Du politique. côté Rwanda, ils ont ouvert. Mais du côté Burundi, on n'a pas Mais encore même- ouvert. Même s'ils ont ouvert, il n'y a pas de Rwandais qui viennent au Burundi. Parce Comme- que le Burundi passer n'a pas, par où? parce que le Burundi n'a pas encore ouvert. Oui. Mhm. Pour que la frontière puisse se passer, c'est que chacun ouvre de son côté et l'autre ouvre de son côté. Si le Rwanda ouvre de son côté, que le Burundi n'ouvre pas de son côté, ça veut dire que la frontière n'est pas ouverte. Est-ce que, alors, on va dire que travailler pour l'intérêt des populations, parce qu'il y a les populations qui ont besoin que ça soit ouvert. Mais du côté burundais, la frontière reste fermée. Oui. Un problème pour les décideurs, pour la population ou pour qui? Là, ce n'est pas facile de trancher. Question politique. Puisque ceux qui sont chargés de la gestion du pays, quand ils regardent les intérêts généraux du pays, ils prennent les mesures dans l'intérêt de sécuriser le pays en général. Mais quand nous focalisons sur les intérêts des populations transfrontalières qui vivaient de cette activité, Ceux qui exercent ce commerce transfrontalier, qui part le matin, il sera de l'autre côté. Il peut même traverser 3 fois ou 4 fois par jour. Ces gens-là, c'est eux qui avaient, qui bénéficiaient beaucoup de cette ouverture des frontières. Mais pour celui qui décide, il ne décide pas non seulement pour l'intérêt de la population transfrontalière, lui, il décide dans le cadre de l'intérêt de la population nationale. Oui. Professeur Pascal Nionezegui, enseignant d'université, politologue, expert en matière de relations internationales, votre point de vue par rapport à cette situation de relations entre le Burundi et le Rwanda et votre analyse aussi. État des lieux, analyse de professeur. Alors, l'état des lieux, vous l'avez souligné en partie en disant que depuis 2015, il y a une certaine amélioration. Il y a des autorités qui se sont rencontrées. On a même enregistré une visite du Premier ministre rwandais qui est venu appuyer les Burundais quand ils célébraient l'indépendance nationale il y a quelques temps. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore un pas à franchir. Parce que, comme ça a été souligné, du côté burundais, on n'a pas encore ouvert. Bon, même si le Rwanda a déclaré qu'il est prêt à ouvrir pour que les Rwandais puissent passer, ils ne peuvent pas entrer si c'est fermé du côté burundais. Donc, il y a encore un pas à franchir, mais je crois que le gros est déjà fait et que, bon, il faudra attendre qu'il y ait une renormalisation qui rassure tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui manque en tout cas. Il faut que ces frontières soient ouvertes, mais il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on va parler de secret d'État? Est-ce que il y a des États qui nous cachent quelque chose?
Non, mais dans le cas précis, je ne dirais pas secret parce que c'est officiel. Il y a eu des déclarations officielles comme quoi il y a des conditionnalités. Oui. Mais ça veut dire, par exemple, si on fait référence au contentieux qui existe entre ces deux pays frères, comme vous l'avez dit, d'autres les appellent des faux jumeaux. Bon, si il y a un contentieux, il faut que ce contentieux soit levé. Il y a des choses qui manquent. Le Burundi, par exemple, exige encore des conditionnalités. Donc, ce qui fait que, dans l'histoire des relations entre les États, il faut négocier, il faut dialoguer, il faut prendre le temps qu'il faut pour qu'il y ait un consensus. Parce que s'il n'y en a pas, je crois qu'on ne peut pas brusquer les choses. Fermer les frontières reste donc une décision politique, comme vient de le dire Protais Nizigimana. Oui, je dirais une décision souveraine même. Voilà. Donc, parce que personne ne peut imposer à un État souverain l'ouverture des frontières ou une politique bien déterminée. Ça doit ressortir d'une décision souveraine de l'État. Et on va dire que c'est quoi qui fait que ce processus de renormalisation ne s'accélère pas. Tantôt, il y a des visites de la part du Rwanda, de la part du Burundi, ils se rencontrent, des autorités se rencontrent, mais quelque part aussi, il y a aussi le silence. Il y a des moments de silence, des Burundais qui ne savent pas ce qu'on est en train de faire pour la réouverture des frontières. Non, mais moi je dirais qu'il y a quand même une information qui filtre. On a été souvent renseigné sur ce qui se faisait au niveau des autorités supérieures de l'État, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la diplomatie. On a souvent été informés, mais en même temps, on a été informés du fait que tout n'est pas encore bien accompli, qu'il faut attendre. Et on sait que dans les rapports entre les États, les décisions, les démarches prennent le temps qu'elles doivent prendre. On ne précipite rien à la matière, il ne faut pas dire, il faut que ça aille trop vite. Non. Ça doit prendre le temps. Parce que pour que ça puisse être rassurant et efficace, il faut que les États soient vraiment arrivés au compromis. Ce n'est pas dans l'histoire du Rwanda et du Burundi seulement. Regardez par exemple dans le cas, même si on n'était pas arrivé à ce niveau, entre l'Allemagne et la France par exemple, il a fallu attendre 1963 pour que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer se rencontrent et essaient de voir comment renommager les relations entre les deux États. Ce qui existe jusqu'à maintenant et qui se trouve même dans le socle de la maison européenne. Donc au lieu de se précipiter, il faut prendre le temps qu'il faut pour franchir un pas qui rassure. Oui. À la matière, je crois que c'est vrai, il faut que les relations se renormalisent, mais je crois qu'à la matière, il serait imprudent de précipiter les choses. Et les populations, les citoyens des deux pays, les citoyens surtout frontaliers, côté des frontières, donc ils doivent patienter donc. Oui, bien sûr. Je crois que ça a été souligné par Madame Anne Spes Nishimwe. Et même par... il reste dans l'impatience. Oui, et ça se comprend. Moi, je me rappelle il y a des émissions qui ont été organisées dans la radio Isanganiro où les citoyens s'exprimaient sur ça, sur la nécessité. Nous tous, on voit que c'est nécessaire, mais les États sont souverains, ils sont dirigés, il y a des décideurs, et les décisions ne se prennent pas d'une manière anarchique. C'est ça, c'est ce qui a été souligné par M. Protais Nizigimana quand il dit que ça relève de décisions politiques, de souveraineté nationale. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Il faut que les décisions viennent d'en haut, même si on sait que les populations qui nécessitent la sécurité aussi, parce que les populations ont besoin de la reprise de la coopération, de la normalisation des relations, mais en même temps, ces populations ont besoin d'être assurées au niveau de la sécurité, par exemple. Voilà, donc. Je reviens vers vous, Anne Spes-Nishimwe de la COCAFEM, concertation des collectifs des associations féminines dans la région des Grands Lacs. Il y a ces citoyens, ces frontières qui restent fermées entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi. Et ça touche
quelque part les deux populations, vous l'avez souligné. Est-ce que on va devoir parler de patience pour ces populations ou de résignation ou quoi faire? Merci. Je pense que le professeur l'a bien dit. Il ne faut pas bousculer les choses. Et les populations n'ont pas quoi faire pour changer la situation. Mais quand même, nous pensons que les autorités aussi, les décideurs à haut niveau, savent déjà que la population a besoin de la sécurité. Et n'oubliez pas aussi que la sécurité alimentaire est quelque chose de très profond. Ces femmes qui font par exemple le commerce transfrontalier doivent travailler, doivent nourrir leurs enfants. Et quand une femme ne parvient pas à nourrir ses enfants, c'est la grande souffrance qui peut exister. Je le parle en tant que femme. Je n'oublie pas que les hommes aussi travaillent pour que les enfants mangent. Mais quand la femme vraiment a cultivé son champ, quand elle devrait vendre pour trouver de l'argent et acheter quoi nourrir sa famille, et qu'elle ne trouve pas du marché, ça fait souffrir. Et elle cherche à l'exprimer. Et elle l'exprime. Et nous pensons que les autorités aussi l'entendent. Nous pensons que les décideurs l'entendent. Et quand nous avons dit que les décisions ont été prises pour l'intérêt général du pays, quelque part, c'est pour l'intérêt général des populations aussi. Nous pensons que de bons signes sont là, on l'a souligné, et nous espérons que dans les jours à venir, des choses vont changer. Mais les populations vraiment s'expriment de leur façon, et nous pensons aussi que les autorités le voient, et nous pensons que les autorités décident tenant compte des besoins de la population. Et les populations, en aucun cas, ne pourront bousculer les décisions de l'État. Donc il faut que ce soit des décisions qui durent. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis vraiment que nous respectons les autorités, nous respectons les décisions qui viennent de nos autorités, des décideurs. Parce que nous pensons dans tous les cas, ce sont des décisions qui sont raisonnées et ils sont raisonnés aussi pour les biens de la population. Nous espérons que comme les bons signes sont déjà là, pourquoi ne pas espérer que demain ou après-demain, les frontières seront ouvertes? D'ailleurs, nous savons que déjà quand des sorties se font, quand on demande des autorisations de passer par Roua, par exemple, et des autorisations sont données. Pourquoi ne pas penser que c'est une façon de voir comment la situation est? Et moi, je reste optimiste que les jours à venir sont meilleurs. Donc aujourd'hui, c'est une partie de la Roua, par exemple. Oui. Demain, on peut espérer que ce soit la même chose pour Kanyaru et Gasseigne. Oui, et nous, comme je l'ai souligné, je pense que si de bons signes sont là, c'est que la population doit aussi être optimiste. Et ce que la population doit faire, elle est en train de le faire. Elle s'exprime par la voix des ondes. Elle trouve des opportunités. Je sais que les radios qui travaillent dans les deux pays, par exemple la Benevolencia, organisent des émissions pour donner des opportunités aux populations de nos deux pays de s'exprimer. Et ça passe par la voix des ondes. Et nous savons que les autorités écoutent et travaillent pour l'intérêt des populations. Alors, je reste optimiste que demain ou après-demain, les choses deviendront meilleures. Optimisme, espoir, c'est ce que vous avez vous aussi, c'est ce que vous ressentez vous aussi, Proté Nizigimana de BIC, Bureau d'information commerciale. Oui, merci. Comme quelqu'un qui observe la situation, telle qu'elle évolue, et dès le départ, moi aussi je suis vraiment optimiste. Mais avoir les conséquences négatives qui retombent sur les populations transfrontalières et même les populations en général. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Imaginez si tu n'es pas tout près de Bujumbura pour venir demander une autorisation spéciale,
pour se rendre à Kigali, tu dois passer par la Tanzanie. Mais oui. C'est lui qui a une nécessité qui s'impose pour se rendre au Rwanda. Et ceux qui ont les moyens pour se payer le billet d'avion, ils partent très facilement. Là, ça ne demande même pas l'autorisation spéciale. L'autorisation spéciale, c'est pour passer sur les frontières terrestres. Roi, Kasenyi Nemba. Sinon, ceux qui quittent Bujumbura par avion, ils partent. Sans problème. Là, il y a quelque part une certaine injustice. Imaginez alors, tu quittes, par exemple, celui qui est de Makamba pour aller à Kigali, il doit faire le contour, passer par la Tanzanie. C'est très long. C'est très long, et cher aussi. C'est cher. Et hier, j'ai un ami qui a quitté Rwanda. Il m'a dit qu'il est arrivé à Rouen à 6 h du matin. Ce sont les véhicules Mapasa qui quittent Burundi vers la RDC vers le Burundi. Celui qui vient de Rwanda, il n'est pas permis de passer. Alors, il est venu, il est arrivé à la frontière de Rouen. Alors qu'il emprunte ce véhicule Mapasa. Non. Mapasa. Lui, il venait de Rwanda. Il voulait entrer au Burundi. Il est Burundi. Arrivé là-bas, on lui a dit, tu ne peux pas passer. Donc, pour qu'il puisse passer, il a dû faire réserver la place à Bukavu pour que le véhicule quitte Bukavu et alors le retrouve à Rouen pour venir au Burundi. Mais c'est le même individu qui a dû attendre. C'est tout un processus. Pendant au moins 6 heures de temps. Mais celui qui est entré toujours au pays. Donc, là j'interpelle nos décideurs. Est-ce que en passant, est-ce qu'il y aurait des accords, il y aurait un processus au niveau de la région au niveau de la région des Grands Lacs pour cette renormalisation de relations entre le Burundi et le Rwanda? Est-ce qu'il y aurait Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. La gestion du pays, ce n'est pas quelque chose de simple que l'on peut faire du jour au lendemain, dormir et se réveiller et décider comme ça. Non. Lorsqu'ils prennent des décisions, ils ont des paramètres qu'ils observent. Mais aussi, quelquefois, celui qui décide, il y a des fois où il décide pour quelque chose qui va de son intérêt et de l'intérêt de la population en général. Mais aussi, il faut voir aussi ses conséquences et peser comme les gestionnaires du pays. Je vais poser cette question au professeur Pascal Nionizi-Guillet, expert en matière de relations internationales. Quel est le temps que doit prendre ce processus de normalisation? Ou c'est indéfini, quelque chose d'indéfini? Non, ça peut finalement très durer. Oui, on a l'impression que ça dure parce qu'on voudrait bien que ça reprenne très vite. Mais comme vient de le souligner M. Protenis Guimana, les États, ce sont des acteurs rationnels qui utilisent la raison. Il y a le ratio coût-avantage qui doit être évalué. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le début de la pandémie du coronavirus, j'étais au Congo, à Bukavu exactement, et quand on devait rentrer pour venir ici au Burundi, on est passé par Kavimvira. Mais à ce moment-là, au Rwanda, c'était déjà interdit d'y passer. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas passer par Cyangugu et monter par Bugarama pour venir à Rouen. C'était parce que le Rwanda avait pris les mesures de fermer la frontière. Voilà. C'est qu'on ne pouvait pas imposer au Rwanda et dire il faut ouvrir les frontières. On est passé par Kavimvira. C'est comme ça. Parce que les États, ce sont des acteurs rationnels, ce sont des acteurs souverains qui prennent des décisions
Bon, sur le plan, je veux dire, du fonctionnalisme, c'est pour l'intérêt des populations, des citoyens. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, si vous faites du commerce transfrontalier, par exemple, dire ouvrez s'il vous plaît, parce que, non, parce que comme l'a souligné... Il y a des urgences. Oui, comme l'a souligné M. Proté, Nizigimana et même Mme Anne Spesnichim, le gouvernement, il prend des décisions pour l'intérêt de tous les citoyens. Et même pour des étrangers qui vivent sur le territoire national. Donc, dans ce cas, on ne lui donne pas des injonctions. Mais on sait qu'il est rationnel et il se base sur des... Il n'y a pas de deadline à donner. Non, ça ne se fait pas. Non. Sinon, la souveraineté, ce serait quoi? Mais on peut dire que, donc, espérer qu'il y a toujours un processus qui est en cours. Oui, je crois que c'est... Oui, même dernièrement, j'ai vu dans les médias où le ministre des Affaires étrangères ici s'est exprimé sur le fait que le processus avance, est appelé à avancer. Parce qu'on est dans le besoin, c'est vrai, mais on doit être patient et prendre le temps que ça doit prendre. Merci, professeur. Je tiens à rappeler qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'implication des populations dans la normalisation des relations entre les pays des Grands Lacs, avec un accent particulier sur deux pays, à savoir le Rwanda et le Burundi. Permettez, avant de continuer, que l'on écoute ensemble cet extrait d'interview de Renova Sengiyumva. Il est chef collinaire à Rukana 1. C'est dans la commune de Rugombo, en province de Cibitoke, à la frontière avec le Rwanda. Pour lui, le retard dans la normalisation des relations entre les deux pays affecte négativement, sur plusieurs plans, les deux populations, la population rwandaise et la population burundaise. Navuga nti igihe abarundi n'u Rwanda abandi n'abanyarwanda batariko baragira imigenderanire myiza mu bisanzwe ibintu bahomba ni byinshi. Je dirais que du moment où les Burundais et les Rwandais ne sont pas en bonne relation, les populations perdent beaucoup, car il y a les Burundais qui sont mariés avec les Rwandais et vice-versa. Ces familles entretiennent difficilement les relations avec les leurs. Une autre chose, le commerce transfrontalier est paralysé. Les populations burundaises et rwandaises étaient en bonne relation auparavant, sauf que la crise de 2015 a bouleversé la situation. C'est cet événement qui a fait croire que les relations entre les Burundais et les Rwandais ne sont pas au beau fixe. Lorsque les autorités disaient que les relations ne sont pas bonnes, les populations le prenaient ainsi, mais ces jours-ci, elles sont contentes des initiatives des autorités des deux pays qui ont déjà manifesté l'intention de renouer les relations. Par exemple, la fois passée, les populations sont ravies par le fait que les véhicules congolais transportent les passagers de Bukavu à Bujumbura et vice-versa via la route qui passe par le Rwanda. Mais ces populations aimeraient qu'il y ait libre circulation des biens et des personnes, surtout pour l'intérêt des populations de la frontière. En ce qui concerne l'exigence des documents de voyage portant autorisation de franchir la frontière, les populations proposent la décentralisation pour que ces documents soient accessibles au niveau provincial au lieu de se rendre à Bujumbura. Basubiza umushani bakabona kugira imigenderanire myiza n'ababene wacu abanyarwanda abarundi bakaja mu Rwanda abanyarwanda bakaza Burundi. Et je reviens alors vers le plateau. Quelles conséquences? Des conséquences sur la vie des populations. Ici, Proté Nizigimana en a cité quelques-unes. Et quelles conséquences sur la vie des populations? Quels impacts sur la circulation des personnes et des biens? Je vais commencer par vous, Anne Spesnichim de la COCAFEM Grand Lac. Merci beaucoup. Les conséquences sont énormes. Nous avons par exemple cité dès le départ qu'il y a des voies de commerce qui se sont fermées. Et là, il y a des vies qui ont perdu énormément parce qu'ils vivaient de ce commerce, par exemple. Et ça, c'est une grande conséquence. Je m'exprime toujours en étant celle des organisations des femmes, surtout les femmes qui faisaient le commerce transfrontalier avant que les formes ne soient fermées.
ces femmes faisaient vivre leur famille de ce commerce. Il y a des enfants qui ont abandonné des écoles parce que le revenu qui venait de ce commerce, c'est cela qui amenait les enfants à l'école. Et vous voyez quand une famille voit ses enfants qui ne vont plus à l'école à cause de manque de moyens, c'est une grande conséquence. En tout cas. Il y a aussi cette conséquence aussi de perte de relations. Les relations, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une Les personne. relations entre les populations. Entre les populations. Parce que, comme vous l'avez souligné dès le départ, ce sont des pays frères qui sont depuis longtemps, qui ont échangé des biens, des services. Et quand ça s'arrête et quand ça se ferme, tout est fermé. Alors, perdre une relation, c'est perdre quelque chose de très important. Ça aussi, c'est une conséquence. Peut-être dans un premier temps, en tant que celle de COCAFEM, les femmes ont perdu beaucoup de choses, des échanges qu'elles faisaient au niveau commercial, des échanges d'expérience au niveau organisation, parce que le passage n'est plus facile. Je vais peut-être dans un premier temps me limiter à cela, parce que en soulignant la perte des relations, en soulignant le commerce qui s'est fermé, en soulignant les enfants qui ont abandonné l'école à cause du manque des moyens, parce qu'il y avait des grands projets formés entre les individus au niveau des frontières. Tous ces projets sont fermés aujourd'hui. Il y a aussi la perte au niveau pays. Ces femmes qui faisaient le commerce donnaient aussi des taxes. Les taxes n'entrent plus dans nos pays. Ça, c'est une perte au niveau pays aussi. C'est une conséquence qui est là, mais je ne sais pas si on soulignera que c'est uniquement une conséquence, parce que de là où émane la décision, il voit peut-être qu'on pourrait supporter ces conséquences, que l'intérêt général de la population. Proté Nizigimana, du BIC, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux conséquences? Bon, Les frontières restaient fermées, vous avez épinglé quelques conséquences. Est-ce que vous avez quelque chose de plus? Je sais pas. oui, je vais parler encore. Les conséquences, surtout pour les petits commerçants transfrontaliers. Quand je dis les petits commerçants transfrontaliers, c'est-à-dire ces personnes qui ont de petits capitaux, mais ces petits capitaux les permettaient de vivre journalièrement et consommer le bénéfice. Garder le petit capital qu'ils ont, mais chaque jour, Vivre de ces bénéfices. chaque au jour quotidien. il gagne un bénéfice qu'il peut consommer et vivre une vie qui est moyennement Donc, quelque part, meilleure à son niveau. sa vie au quotidien était là dans son commerce transfrontalier, vous dites. Oui, là, il y a quelque chose que je vais souligner. Dans la plupart des fois, les populations transfrontalières, ils n'ont pas d'autres activités à faire. Tu vas retrouver que ce sont des personnes qui exercent une activité transfrontalière et qui a été léguée de génération en génération. Donc, ce sont des personnes, à partir du moment où la frontière est fermée, c'est comme si tu les prennes par la gorge. Ils en ont souffert tellement. Ça, je le sais bien. Donc, il y a la conséquence pour toute la population en général, mais pour les populations transfrontalières, c'est vraiment très choquant. Est-ce que alors ces populations, est-ce que elles ont un rôle à jouer dans la renormalisation de ces relations? Ou elles doivent attendre les décisions d'en haut? Là, je vais amener quelque chose qui ressemble à une question. Est-ce que tu crois que si l'on demandait à cette population-là Garder les de frontières. voter pour ouvrir ou rester fermé, tu penses quelle serait la décision? Si c'était la population qui décide, tout le monde aurait dit ouvrez les frontières. Mais
elles auraient décidé, dans leur intérêt propre, d'exercer leur activité commerciale. Donc, Or, celui qui gère le pays, il ne gère pas seulement cette partie de la frontière, lui, il gère le pays en général. Donc, l'implication de la population, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'elle elle est là, elle n'a qu'à exécuter les décisions qui décidaient. donc, que la population patiente encore. Qu'elle est patiente. Ce que j'aime, c'est que nos décideurs, en tout cas, il y a des pas en avant qu'il faut saluer, qu'il continue dans son sens, peut-être demain ou après-demain. Les frontières pourront s'ouvrir. Merci. Professeur Pascal Nioni-Ziguié, moi je vais vous poser cette question par rapport aux conséquences, justement, mais vous pouvez d'abord parler de défis. Il y a des défis et les conséquences, les deux cas. Oui, il y a des défis, il y a des conséquences qui ne sont pas du tout bonnes, parce que depuis 2015, depuis qu'on a ce genre de problème, le Burundi, d'une manière générale, ces derniers temps a perdu beaucoup au niveau des revenus, ici des échanges avec l'extérieur. Dernièrement, par exemple, j'ai écouté une conférence où un collègue de la faculté des sciences économiques s'exprimait en disant que le Burundi a connu une régression de 68% au niveau des revenus ici des échanges avec l'extérieur, suite au corona, suite à ce qui se passe autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout ça, c'est malheureux. Et ce n'est pas que pour le Burundi, c'est pour pratiquement le monde entier. On est obligé, de chercher des solutions, mais avec un temps raisonnable. Un temps raisonnable. Parce que, par exemple, je sais très bien que du côté du Rwanda, par exemple, je me rappelle avant 2015, c'était exactement vers 2013, je crois, il y a une étude qui a été menée par un consultant qui disait que vers la fin de la semaine, de mercredi à la fin de la semaine, on assistait à un mouvement de Rwandais qui venait au Burundi pour la fin de la semaine, pour se divertir à Bujumbura, parce qu'il y en a qui ont vécu ici pendant longtemps et qui aimaient venir ici à Bujumbura. Il y a des Burundais qui allaient régulièrement au Rwanda. Ça veut dire, nous avons tous été frappés par ce genre de rupture, mais si vous avez quelqu'un qui a la fièvre, par exemple, et que le thermomètre indique 41 degrés Celsius, la solution, ce n'est pas de casser le thermomètre, c'est plutôt de soigner la fièvre. Voilà, c'est ça. Donc c'est pourquoi, oui, qu'on ne soit pas content, c'est tout à fait normal, mais il faut être raisonnable. Voilà. Et c'est pourquoi moi j'épouse l'idée de M. Protais Nizigimana. Sinon, quel intérêt tireraient les populations dans la normalisation de ces relations entre les deux pays? Les populations ont soif de quelque chose. Des intérêts que ces populations pourraient tirer de la renormalisation des relations. Oui, ils en tireraient beaucoup. Personnellement, j'avais eu l'habitude d'aller régulièrement au Rwanda. Et ça me plaisait. Bon, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Rwandais qui venaient. Et ça les plaisait de venir à Bujumbura, de regarder le lac. Voilà. Et il y a des produits qui venaient du Burundi, notamment l'huile de palme, les fruits, le poisson. Et voilà. Et du côté rwandais aussi, il y a des produits qui viennent. Et ça profite à tous ces pays-là. Mais si demain, comme M. Protais Nizigimana et Mme Anne-Spes Nishimwe l'ont souligné, si demain il y a reprise, renommalisation des relations, ça veut dire que nous allons tous gagner. Nous allons gagner. Il y a de très bonnes conséquences. Ça veut dire les étudiants, par exemple. Il y avait des étudiants rwandais ici. Qui étudiaient au Burundi, il y a des Burundais qui étudiaient au Rwanda, il y a des hommes d'affaires qui faisaient le commerce transfrontalier. Bon, dans tous les domaines pratiquement de la vie nationale, il y a des gens qui profitaient de ces bonnes relations. Donc si les relations sont renormalisées, nous serons tous gagnants. Tous gagnants. Anne-Spes Nishimwe de la COCAFEM,
les intérêts, les avantages que les populations pourraient tirer de cette renormalisation de relations entre les deux pays. Merci. Comme le professeur vient de le souligner, les intérêts sont énormes. Il a bien dit, je ne sais pas si je vais trouver autre chose, mais je vais peut-être me pencher sur le côté femme pour dire combien on échangeait des expériences au niveau organisationnel. Il y avait des approches qu'on appliquait chez eux et que vite on gagnait de les apprendre. Il y avait aussi d'autres approches qu'on avait chez nous et que vite ils apprenaient en apprenant avec les autres. Ce n'est pas la même chose que de communiquer. On fait comme ça et on fait comme ça. Mais si on est ensemble et qu'on expérimente ensemble, on apprend vite et on y gagne. Alors, désormais, on travaille sur les Zooms. C'est bon, c'est une nouvelle technologie, mais ce n'est pas vraiment relationnel comme être ensemble. Alors, gagner les intérêts serait énorme. Retrouver les amis, être ensemble, faire des projets ensemble, parce que les frontières sont ouvertes. Ça serait de bonnes choses. Proté. Comme le professeur l'a dit, que certains disent que les pays, le Rwanda et le Burundi, sont des pays faux jumeaux. Imaginez des faux jumeaux, mais dont les relations sont coupées. Oui, ça fait mal. Normalement, c'est contradictoire. Alors, une fois que les relations sont normalisées, il y aura la reprise des activités, surtout les activités commerciales. Et là, c'est tout le monde qui va gagner. Le pays aussi, le trésor public va gagner quelque chose. Il y aura aussi au niveau social les familles qui se trouvent au Burundi, mais qui ont d'autres familles au Rwanda, et vice-versa. Ils vont se voir, ils vont mutuellement aller voir ton ami à n'importe quel moment que tu veux, sans devoir demander l'autorisation spéciale qui peut être accordée ou pas. Ça, c'est quelque chose de très beau. On avait des cas de maladie, déjà, qu'on aurait donné. Ils disaient, soit vous allez vous faire soigner en Inde, mais peut-être à Kigali. Ça peut vous aider. À ce moment, celui qui n'a pas les moyens pour aller en Inde, et qui peut quand même se rendre au Rwanda, il y a une différence de coût qui est très importante. Donc, en tout cas, si les relations se normalisent, je pense au niveau de la population que ça sera vraiment de très bonnes choses. De très bonnes choses. Une petite question que je vais peut-être adresser à vous tous sur le plateau. Quelles sont ces personnes ou ces personnalités qui seraient impliquées dans la renormalisation de ces relations entre le Burundi et le Rwanda? Il y a moyen de parler, il y a des gens ou des groupes de personnes, des organisations qui ont des rôles. Il y a les États, les églises, la société civile, les médias. Et vous aussi, professeur, je vais adresser la question à vous d'abord. Quelles sont ces personnalités ou organisations qui sont impliquées pour que ces relations soient encore une fois renormalisées? Alors, pour qu'il y ait renormalisation des relations entre nos deux pays, ici je dirais que tous les secteurs de la vie nationale, toutes les couches de la population sont interpellées. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai naturellement par les autorités supérieures du pays qui doivent continuer à améliorer ces rapports entre les deux pays. Il y a les corps de sécurité, comme ça a déjà commencé, au sein de l'armée, ainsi de suite, de l'enseignement militaire, les autorités administratives, les autorités à la tête des provinces frontalières. Il faut aussi inclure les membres des sociétés civiles des deux pays, sans oublier les médias, voilà, comme vous, voilà, les médias,
qui joue un rôle très très important. Je dirais qu'une émission comme celle-ci, par exemple, contribue d'une manière remarquable dans la renormalisation des relations. C'est une façon indirecte de s'y investir. Donc tout le monde est interpellé parce que tout le monde va y gagner quelque chose. Quelque chose que vous pourriez ajouter? Oui. Oui, je pense que le professeur Pascal l'a dit, mais quand même, je vais peut-être ajouter les leaders religieux à travers leurs messages au quotidien, lancer ce message vraiment qu'il y a ce besoin d'ouvrir les frontières. Parce que je me dis qu'en plus de vous, les médias, les autorités religieuses ont une audience très importante. Et quand quand ils donnent leur message, le message arrive très loin, arrive même aux autorités du pays et ça fait ce que ça fait dans leur cœur. Et comme moi aussi, il vient de le souligner, professeur Pascal, l'autorité suprême, ce sont les chefs de nos deux pays. De notre côté, le président de la République est une personnalité qui pourrait vraiment entendre l'écho de toutes ces populations qui gagnaient la vie grâce à ces relations. Et nous savons que c'est une personnalité qui a toujours écouté et aidé pour que des choses aillent de l'avant. Je le dis en tant que femme. J'ai écouté ses discours le 8 mars, par exemple. C'est quelqu'un qui entend les cris de la population, le cri des femmes, les besoins des femmes, parce qu'il connaît que la femme est le pilier de la nation et le pilier du développement. Quand nous voulons nous adresser à une autorité et que nous savons que c'est quelqu'un qui nous écoute et qui nous aide, qui donne, qui appuie vraiment pour que les choses aillent de l'avant. Nous avons déjà récolté, par exemple, la Banque des femmes, qui est quelque chose qui n'avait jamais existé. Nous savons qu'il nous va écouter. Et je dis les autorités religieuses parce que je sais aussi qu'il collabore très bien avec ces autorités pour le bien de la nation. Alors, mon cri, c'est vers lui parce que c'est l'autorité suprême et je sais que c'est quelqu'un vraiment qui a toujours fait de bonnes choses pour que la femme ne reste pas ignorée. Alors, je dis ça en tant que femme parce que j'ai toujours souligné depuis le début de l'émission que le commerce est transfrontalier. Il y a des femmes vraiment faisait vivre beaucoup de familles. C'est votre cri Oui. en tant que femme Oui. au sein de la COCAFEM Grand Lac. Votre cri de votre côté, Proté Nizigima. Ils ont tout dit, mais je vais aussi ajouter quelque chose. Normalement, les gens qui entrent en conflit, ce sont des gens qui ont un intérêt commun entre eux. Alors si le Burundi et le Rwanda ont été en conflit quelque part, un conflit à un moment donné naissent, mais avec le temps, le conflit ne doit pas garder son ampleur qu'il avait tout au début. Alors, nos décideurs, vraiment, je les félicite, 10 pas qu'ils ont franchis, qu'ils continuent dans le même sens jusqu'à ce que les frontières soient totalement ouvertes. En tout cas, nous nous en réjouirons totalement. Avec le temps, l'ampleur de conflit diminue. Professeur Pascal Nionizigié, avec le temps, l'ampleur des conflits diminue. C'est ce que vous aussi vous pourriez dire peut-être, et un appel ou un conseil à la population, attendre dans la patience et aussi donc patiemment, mais aussi dans l'espoir. Oui, dans l'espoir, parce que je crois que comme ça a été souligné précédemment, la population est rassurée que les autorités de ce pays cherchent aussi que les relations entre nos deux pays soient améliorées. Ça, c'est sûr. Après tout, ce sont des pays frères. Oui, ce sont Vous des avez pays dit frères. Des pays de faux jumeaux.
Oui, oui, c'est ce qu'on dit en disant que ce sont des faux jumeaux, mais les faux jumeaux doivent rester justement en communication, en interaction. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes interdépendants. Le Burundi a besoin du Rwanda et vice-versa, le Rwanda a besoin du Burundi. Donc, je crois qu'il faudrait d'ailleurs attendre ce moment où on impliquerait les membres des sociétés civiles, les citoyens ordinaires pour qu'ils s'expriment sur ça, qu'ils participent directement à la reprise de bonnes relations entre nos deux pays. Merci beaucoup, professeur Pascal Nio-Nizigiye. Je rappelle que vous êtes politologue, enseignant d'université et spécialiste en matière de relations internationales. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Proté Nio-Nizigiye. Vous êtes... Proté Nizigiman. Je confonds de temps en temps, je confonds vos noms. Merci de votre participation à cette émission. Merci merci de la participation et de la contribution. Je rappelle que vous êtes chef du bureau d'information commerciale qui collabore avec la CTF-BU, Association des commerçants transfrontaliers du Burundi. Merci. Et merci à vous, Anne Espèce Nishimwe de la COCAFEM. COCAFEM, concertation des collectifs des associations féminines dans la région des Grands Lacs. Merci d'avoir été des nôtres et merci de votre contribution. Merci à vous pour nous avoir invités à l'émission Mosaïque. Merci. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur l'implication des populations burundaises et rwandaises dans la renormalisation des relations entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.